Après que mon grand-père m'ait légué 5 millions de dollars, mes parents, qui m'avaient abandonné il y a des années, ont intenté un procès pour récupérer chaque dollar. Ils ont ricané quand je suis entré dans la salle d'audience. Puis le juge m'a regardé, s'est figé et a dit « Attendez, vous êtes son petit-fils ? Regardez-le. » Portant toujours ce costume acheté dans une friperie. La voix de ma mère a résonné dans la salle d'audience 4B. À exactement 9h47 un mercredi de mars, elle n'a pas chuchoté. Elle voulait que j'entende. Qu'elle soit entendue de tous. 5 millions de dollars, a dit mon père assez fort pour que même le greffier tressaille, volé à notre famille par un cas de charité ingrat. Ils étaient assis à la table des plaignants, vêtus de vêtements de marque. Ma mère dans un tailleur Chanel couleur crème, à 4 800 dollars. Je le savais parce qu'elle l'avait publié sur Facebook avec la légende, s'habiller pour réussir au tribunal de la famille. Mon père dans un costume 3 pièces Hugo Boss. Sa Rolex en or captant la lumière fluorescente. Derrière eux était assis mon jeune frère Dylan. Il avait maintenant 16 ans, l'enfant chéri, le fils biologique qu'ils avaient gardé. Il faisait défiler son téléphone, souriant à quelque chose, ne faisant même pas semblant de se soucier de la procédure. Il portait un sweat à capuche suprême qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. J'étais assis seul à la table de la défense. Mon avocat, l'avocat commis d'office Marcus Chen, surmené et sous-payé, avait démissionné la semaine dernière quand je n'ai pas pu réunir les 15 000 dollars d'honoraires pour une véritable défense. Je suis désolé, Ethan, avait-il dit, l'air épuisé. Je ne peux pas porter cette affaire devant les tribunaux à titre gracieux, pas contre Whitmore & Associates. Ils m'enterreront sous des requêtes. Alors, je me représentais moi-même maintenant. 28 ans, assis à une table en bois marquée avec un bloc-notes juridique jaune et 3 crayons, affrontant mes parents et leur avocat, Jonathan Whitmore lui-même, associé fondateur, 850 dollars de l'heure, Harvard Law, portant un costume qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. La salle d'audience sentait le vieux bois et le désespoir. La lumière du soleil de l'après-midi traversait les hautes fenêtres, rendant visibles les particules de poussière. J'entendais quelqu'un tousser dans la galerie. Je pouvais sentir des yeux sur moi, l'enfant adopté abandonné se représentant lui-même contre ses riches parents dans une bataille pour des millions de dollars. Tout le monde se lève pour l'honorable juge Robert Harrison. Tout le monde s'est levé. L'huissier, une femme noire plus âgée, peut-être 50 ans, aux yeux doux, m'a fait un léger signe de tête lorsque le juge Harrison est entré. Il avait peut-être 65 ans avec des cheveux blancs, des yeux noirs perçant derrière des lunettes à monture métallique, et le visage buriné de quelqu'un qui avait vu toutes les formes de laideur humaine. Il s'est installé dans son fauteuil, a ouvert le dossier de l'affaire et a lu pendant un long moment. Miller contre Miller. Numéro de dossier 2024 FAM 08847. Les plaignants Margaret et Philip Miller demandent la restitution d'un héritage obtenu de manière inappropriée par le défendeur Ethan Miller. Il a levé les yeux, a regardé mes parents, m'a regardé. Poursuivez. Jonathan Whitmore s'est levé, boutonnant sa veste de costume avec une précision étudiée. Votre honneur, il s'agit d'une affaire simple. Mes clients, Margaret et Philip Miller, ont adopté le défendeur lorsqu'ils n'ont pas pu concevoir d'enfant naturellement. Ils lui ont donné une maison, de l'amour, tous les avantages, tout ce qu'un enfant pouvait désirer. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient légèrement. Je les ai aplaties sur la table. Lorsque le défendeur avait 12 ans, la situation de mes clients a changé. Ils ont été bénis avec un enfant biologique, Dylan Miller, présent dans la galerie aujourd'hui. Face aux défis liés à l'éducation d'un nouveau-né tout en gérant des carrières réussies, ils ont pris la décision difficile de permettre à Ethan de vivre temporairement avec son grand-père, William Miller. Temporairement, c'était l'histoire officielle, celle qu'ils racontaient à leurs amis, à leur église, à tous ceux qui demandaient. William Miller était un homme riche, a poursuivi Whitmore, banquier d'investissement à la retraite, succession évaluée à environ 8,2 millions de dollars au moment de son décès. Il avait une fille, ma cliente Margaret, et 2 petits-fils, un biologique par Margaret, Dylan, un adopté, Ethan. Il a fait une pause pour les faits. Il était bon dans ce théâtre. Après avoir emménagé avec William Miller, le défendeur a systématiquement isolé son grand-père de la famille, a changé les serrures, a refusé les visites, a contrôlé l'accès. William Miller a développé une démence dans ces dernières années. Il était vulnérable, et le défendeur en a profité. Ma mâchoire s'est serrée. J'ai senti mes dents grincer.
Lorsque William Miller est décédé il y a 6 mois, son testament a laissé la majeure partie de sa succession, 5,2 millions de dollars, à Ethan Miller, ne laissant que 500 000 dollars chacun à sa fille biologique, Margaret, et à son petit-fils biologique, Dylan. Whitmore s'est tourné vers le juge. Votre honneur, il s'agit clairement d'une influence indue. Le défendeur a manipulé un vieil homme malade. L'héritage devrait être redistribué à la famille biologique, à la vraie famille, aux personnes à qui William Miller aurait voulu profiter s'il avait été en son bon esprit. Ma mère a tamponné ses yeux avec un mouchoir. Elle n'avait jamais pleuré quand grand-père était vivant, pas une seule fois en 16 ans qu'il m'a élevé, mais elle pleurait maintenant devant un juge à cause de l'argent. Nous voulons juste ce qui est juste, a-t-elle dit, la voix se brisant parfaitement. Nous avons perdu notre père, et maintenant nous sommes volés par, elle m'a jeté un coup d'œil, par quelqu'un qui n'est même pas vraiment de la famille. Dylan a pris la parole depuis la galerie. Il a toujours été bizarre, effrayant, comme s'il complotait quelque chose. Grand-père disait qu'Ethan ne nous laissait pas rendre visite. Whitmore a hoché la tête. Le défendeur n'est pas de sang. Il est adopté. Un acte de charité que mes clients regrettent maintenant compte tenu de sa manipulation et de son avidité. L'héritage devrait revenir naturellement aux descendants biologiques. À Dylan, qui porte l'ADN réel de William Miller, à Margaret, sa fille biologique. Il a pointé Dylan avec une précision théâtrale. La mâchoire du juge Harrison s'est légèrement serrée. Je vois. M. Miller, vous êtes le plaignant dans cette affaire? Correct. Mon père s'est levé. Oui, votre honneur. Passez à la barre. Papa s'est dirigé vers la barre des témoins, a prêté serment, s'est assis l'air confiant et lésé, la victime parfaite d'un enfant adopté ingrat. Whitmore s'est approché. Monsieur Miller, pouvez-vous décrire votre relation avec Ethan en grandissant? Nous lui avons tout donné, a dit papa, sa voix riche d'une noblesse blessée. Ma femme et moi ne pouvions pas avoir d'enfants. Nous voulions désespérément une famille. Quand nous avons adopté Ethan à l'âge de 4 ans, nous avons pensé que nos prières avaient été exaucées. Et l'ont-elles été? Pendant un certain temps, mais Ethan était difficile, avait des problèmes de comportement, ne s'attachait pas bien, ne pouvait pas se connecter émotionnellement. Nous avons essayé la thérapie, des écoles spécialisées, tout. Puis, quand Dylan est né, notre bébé miracle, Ethan est devenu jaloux, rancunier. La situation est devenue intenable. Alors, qu'avez-vous fait? Mon beau-père William a proposé de prendre Ethan pour l'été. Donner de l'espace à tout le monde, aider Ethan à surmonter ses problèmes de jalousie, mais ensuite Ethan a refusé de rentrer à la maison. A dit qu'il voulait rester avec grand-père en permanence. Nous avions le cœur brisé, mais nous avons pensé que c'était peut-être mieux, lui donner de la stabilité avec quelqu'un à qui il pouvait s'attacher. Chaque mot était un mensonge. Chaque mot, mais il l'a dit avec une telle conviction. Et votre relation après cela? Nous avons essayé de rendre visite, avons appelé constamment, mais Ethan a rendu cela difficile. Finalement, papa a commencé à nous dire de ne pas venir. A dit qu'Ethan avait besoin d'espace. Nous avons respecté cela. Lui avons laissé de la place. Avons continué à le soutenir financièrement quand nous le pouvions. C'était intéressant. L'affirmation du soutien financier. Je devrais aborder cela. Quand avez-vous appris l'existence du testament de votre père? Le visage de papa s'est durci. À la lecture, 6 jours après les funérailles. Nous étions dévastés par la mort de papa, et ensuite apprendre qu'Ethan l'avait manipulé pour qu'il lui laisse tout. Sa voix s'est brisée de manière convaincante. Cela nous a brisé le cœur une fois de plus. Le juge Harrison s'est penché en avant. Monsieur Miller, quand avez-vous rendu visite à votre père pour la dernière fois avant son décès? Papa a hésité. Eh bien, nous étions très occupés. Carrière, activités scolaires de Dylan, football, équipe de débat, préparation à l'université. Répondez à la question, s'il vous plaît. Quand avez-vous physiquement rendu visite à votre père pour la dernière fois? Gégé ne me souvient pas de la date exacte. Était-ce au cours de la dernière année de sa vie? Je devrais vérifier mon calendrier. Était-ce au cours des 5 dernières années de sa vie? Silence. Le juge Harrison a ouvert un document. Selon les registres des visiteurs de la maison de soins infirmiers de Riverside, où votre père a passé ces 6 derniers mois, vous avez rendu visite 2 fois. Une fois pendant 20 minutes le jour de son anniversaire.
Une fois pendant 15 minutes la veille de sa mort. Votre femme a rendu visite 3 fois au total. Votre fils Dylan n'a jamais rendu visite du tout. Le visage de papa a rougi. Nous avions des obligations. Papa comprenait. L'a-t-il fait? Passez à autre chose. Monsieur Whitmore. Ma mère a témoigné ensuite. Margaret Miller, 54 ans, directrice marketing, bénévole communautaire, titulaire du prix de la mère de l'année de son église, 3 années de suite. Madame Miller, a dit Whitmore doucement. Cela doit être très difficile pour vous. Ça l'est. Elle a regardé le juge avec des yeux noyés. J'aimais mon père, et je pensais que j'aimais Ethan. Nous lui avons donné une maison quand personne d'autre ne le voulait. Ses parents biologiques, toxicomanes, tous deux morts maintenant, l'ont abandonné dans un hôpital. Nous l'avons sauvé. Le mot sauver planait dans l'air comme une accusation. Mais après qu'Ethan ait emménagé avec papa, tout a changé. Il ne nous laissait pas rendre visite, a changé les serrures de la maison. Nous appelions et papa disait qu'Ethan ne voulait pas nous voir. Que nous avions abandonné Ethan, mais nous ne l'avions pas fait. Nous devions nous concentrer sur Dylan. Ce n'est pas de l'abandon. C'est être parent. L'expression du juge Harrison était illisible. Madame Miller, avez-vous des clés de la maison de votre père? J'en avais, mais Ethan a changé les serrures. Quand Ethan a-t-il changé les serrures? Je ne suis pas sûr. Peut-être il y a 14 ans. Avez-vous demandé de nouvelles clés? Elle a hésité. Non. Pourquoi pas? J'ai supposé qu'Ethan ne me les donnerait pas. Avez-vous demandé? Non. Avez-vous essayé de rendre visite sans clé? Sonner à la porte? Plus longue hésitation. Papa avait la démence. Je ne voulais pas le déranger. Il n'a été diagnostiqué avec la démence qu'il y a 3 ans. Madame Miller, où étiez-vous pendant les 11 années précédentes? Son visage est devenu pâle. Nous avions des vies bien remplies. Nous avons supposé que papa et Ethan allaient bien. Papa ne s'est jamais plaint. Passez à autre chose, a dit le juge Harrison d'un ton neutre. Whitmore a présenté des preuves ensuite, un rapport de psychologue légiste. Dr Patricia Winters, PhD, psychologue clinicienne agréée, 23 ans de pratique, affirmant que grand-père avait montré des signes de capacité diminuée dans ces dernières années, un rapport d'analyste financier. Bernard Chen, CPA, expert comptable légiste, 18 ans spécialisé dans les litiges successoraux, affirmant que j'avais accédé irrégulièrement aux comptes de grand-père, des déclarations de témoins de moralité des amis de mes parents, disant tous que j'avais toujours été troublé et manipulateur. C'était un cours de maître en assassinat juridique. Whitmore a construit un récit, j'étais l'enfant adopté qui ne s'était jamais intégré, qui avait manigancé son chemin dans la maison d'un vieil homme, l'avait isolé, contrôlé et volé son argent à sa vraie famille. À midi, lorsque nous avons fait une pause pour le déjeuner, la moitié de la salle d'audience le croyait probablement. Je n'ai pas déjeuné, je suis resté assis dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience, fixant mon téléphone, lisant les textos qui arrivaient depuis toute la matinée, de Marcus Chen, mon ancien avocat, je suis désolé de ne pas avoir pu aider davantage. Bonne chance là-dedans, de mon amie Tasha, l'une des rares personnes de mon enfance qui était restée en contact, je pense à toi. Ces gens sont des monstres, d'un numéro bloqué, tu vas tout perdre. Un cas de charité aurait dû rester à sa place. C'était probablement Dylan. À 13h47, l'audience a repris. Whitmore a terminé sa plaidoirie. Chaque élément de preuve méticuleusement présenté, chaque témoin dévastateur. Le récit hermétique, un fils adopté manipulateur vole à un vieil homme vulnérable. Le juge Harrison m'a regardé. M. Miller, vous vous représentez vous-même. Souhaitez-vous présenter une défense? Je me suis levé. Mon costume acheté dans une friperie, acheté à Goodwill pour $23 il y a 6 ans pour la fête du 80e anniversaire de grand-père, tirait sur mes épaules. J'avais grandi depuis. Les pantalons étaient trop courts. Les manches se terminaient un pouce au-dessus de mes poignets. Oui, votre honneur. Poursuivez. J'ai marché jusqu'au centre de la salle, j'ai senti 50 paires d'yeux sur moi, j'ai senti le poids de tout ce que j'avais perdu et de tout ce que j'étais sur le point de perdre si je ne pouvais pas leur faire comprendre. Je n'ai pas de preuves fantaisistes, ai-je dit. Pas de psychologue légiste ou de comptable, pas de témoin de moralité, juste la vérité.
La vérité est suffisante, a dit le juge Harrison. Continuez. J'ai été adopté quand j'avais 4 ans. Je ne me souviens pas de grand-chose à ce sujet, juste d'être dans un foyer d'accueil, puis soudain d'être dans une maison avec 2 personnes qui voulaient être mes parents. Margaret et Philippe étaient gentils au début. J'étais leur miracle, leur prière exaucée. J'ai sorti une photo, ma seule preuve, je l'ai remise à l'huissier qui l'a passée au juge. C'est de mon jour d'adoption. J'ai 4 ans. Il sourit. Tout le monde est heureux. Le juge Harrison a étudié la photo. Mais je n'étais pas facile. J'avais des problèmes d'attachement, des terreurs nocturnes, des problèmes de comportement dus à mon traumatisme de la petite enfance. Ils ont essayé la thérapie, mais c'était cher. Ils ont essayé les médicaments, mais ça m'a rendu comme un zombie. Ils ont essayé la patience, mais ils en ont manqué. J'ai pris une inspiration. Quand j'avais 12 ans, ma mère est tombée enceinte. Ils ont été choqués. Le médecin a dit que c'était impossible, mais Dylan arrivait, leur enfant biologique, leur vrai enfant. Maman s'est agitée sur son siège. Ils m'ont fait asseoir 3 semaines après la naissance de Dylan, on dit qu'ils ne pouvaient pas gérer les deux. On dit que Dylan avait besoin de toute leur attention. On dit que grand-père William avait proposé de me prendre pour l'été, mais ce n'était pas pour l'été. C'était permanent. Ils ont signé des papiers de garde, m'ont donné à grand-père William, m'ont transféré légalement. J'ai sorti le document, celui auquel le juge Harrison avait fait référence plus tôt, je l'ai remis à l'huissier. Nous transférons par la présente la garde complète d'Ethan Miller à William Miller, avec effet immédiat. Nous renonçons à toute responsabilité financière. En raison des besoins de notre fils biologique et des défis liés à l'entretien de 2 enfants, nous ne souhaitons plus soutenir cet enfant dans notre foyer. La salle d'audience était silencieuse. Ils ne sont pas venus nous rendre visite pendant 11 ans, pas une seule fois. Pas d'anniversaire, pas de Noël, pas d'appel téléphonique, rien. Ils envoyaient un courriel par an le 1er janvier pour demander si j'étais vivant. C'est tout. Dylan a reniflé depuis la galerie. Tu as refusé de nous voir. Je me suis tourné pour le regarder. J'avais 12 ans. Comment aurais-je pu refuser quoi que ce soit? Le juge Harrison a levé une main. Pas de dialogue croisé. Continuez, monsieur Miller. Grand-père William m'a sauvé la vie. Il avait 73 ans quand il m'a accueilli. Retraité, vivant seul dans une maison de 4 chambres à Riverside. Il aurait pu dire non. Aurait pu les laisser me remettre dans un foyer d'accueil, mais il a dit oui. Ma voix s'est légèrement brisée. Je l'ai forcé à se stabiliser. Il m'a appris à cuisiner, à faire la lessive, à changer un pneu, à faire mes impôts, toutes les choses que les parents sont censés vous enseigner. Il m'a aidé à faire mes devoirs tous les soirs, est venu à tous les événements scolaires, à tous les matchs de soccer, à tous les tournois de débat. Il était là. J'ai regardé ma mère. Elle détournait le regard. Quand j'avais 15 ans, il a eu son premier accident vasculaire cérébral. Mineur, mais effrayant. J'ai appris à l'aider dans sa thérapie physique. À 16 ans, je faisais la plupart de la cuisine. À 18 ans, je gérais ses médicaments. À 20 ans, je l'emmenais à tous ses rendez-vous chez le médecin. J'ai sorti un autre document, des dossiers médicaux. Je les portais depuis des semaines. Ceux-ci proviennent du docteur Patricia Rodriguez, son médecin traitant, depuis 23 ans. Elle a documenté chaque visite. Pendant toutes ces années, de mes 12 ans à la mort de grand-père à 89 ans, Margaret et Philippe Miller ont assisté à exactement 2 rendez-vous. Dylan n'en a assisté à aucun. Le juge Harrison a pris les dossiers, les a lus lentement. Grand-père a développé une démence vasculaire il y a 3 ans. C'était progressif. Certains jours, il était vif, certains jours, il oubliait quelle année on était, mais il ne m'a jamais oublié. Il n'a jamais oublié le garçon qui était resté. Je pouvais sentir les larmes menacées, je les ai repoussées. Le docteur Rodriguez a évalué sa capacité régulièrement, tous les 6 mois. Elle a documenté que sa mémoire à long terme et son jugement étaient restés intacts, même si sa mémoire à court terme avait décliné. Il savait ce qu'il faisait quand il a mis à jour son testament. Il était en colère. En colère contre sa fille pour l'avoir abandonné. En colère contre son petit-fils pour ne jamais lui avoir rendu visite. En colère contre les gens qui ne se sont présentés que lorsqu'il était mourant. Je suis retourné à ma table, j'ai pris une lettre,
celle que j'avais dans ma poche depuis 6 mois. Le papier était usé à force d'être plié et déplié. Grand-père a laissé ceci à son avocat, Robert Fitzgerald, de Fitzgerald et Chen, 41 ans de pratique du droit successoral. Il l'a écrit 2 ans avant sa mort alors que son esprit était encore complètement clair. Monsieur Fitzgerald a témoigné sous serment que grand-père était absolument sain d'esprit lorsqu'il a rédigé son testament final. Le juge Harrison a fait un geste, lisez-le. J'ai déplié la lettre. Mes mains tremblaient. À tous ceux qui se demandent pourquoi j'ai laissé ma succession à Ethan, Margaret a jeté le garçon que j'ai appris à aimer plus que mon propre sang. Elle a choisi la biologie plutôt que l'humanité. Elle a choisi la commodité plutôt que la compassion. Alors, je choisis la personne qui m'a choisi, qui est restée quand tout le monde est parti, qui m'a nourri quand je ne pouvais pas me nourrir moi-même, qui m'a porté quand je ne pouvais pas marcher. Ethan n'est pas mon petit-fils par le sang. Il est mon petit-fils par l'amour, et cela vaut plus que l'ADN. Si Margaret veut de l'argent, elle peut travailler pour l'obtenir comme je l'ai fait. Si Dylan veut un héritage, il peut le gagner en étant présent dans la vie de quelqu'un. Ethan a gagné chaque sou en étant présent dans la mienne. Le silence était absolu. J'ai plié la lettre, j'ai regardé ma mère. Son visage était pâle. Je n'ai pas isolé grand-père. Il s'est isolé des gens qui l'avaient abandonné. Je n'ai pas changé les serrures pour les empêcher d'entrer. Grand-père les a changées après que Margaret se soit présentée ivre à son anniversaire, criant pourquoi il ne gardait pas Dylan gratuitement. Je ne l'ai pas manipulé. Je l'aimais. Je me suis assis. C'est tout ce que j'ai, votre honneur. Le juge Harrison a retiré ses lunettes, les a nettoyées lentement avec un chiffon de sa poche. La salle d'audience était en attente. Monsieur Miller, dit-il finalement. Ethan Miller, veuillez vous lever. Je me suis levé. Emmeniez-vous votre grand-père au parc Lakeside les dimanches. Mon estomac s'est noué. Oui, monsieur, tous les dimanches après l'église. Il aimait nourrir les canards. Que leur donniez-vous à manger? Du maïs concassé du magasin d'alimentation de la rue Main. Grand-père disait que le pain était mauvais pour les canards. Un soupçon de sourire traversa le visage du juge. Et pendant cet orage du printemps dernier, le 7 mai, si je me souviens bien, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ma gorge s'est serrée. Oui, monsieur. Le fauteuil roulant de grand-père s'est enlisé dans la boue près de l'étang aux canards. L'orage est arrivé vite. Je l'ai porté jusqu'au kiosque pour qu'il ne soit pas mouillé. Sur quelle distance? Peut-être 200 mètres. Votre grand-père pesait environ 80 kg à ce moment-là, selon ses dossiers médicaux. Vous avez porté un homme de 80 kg dans un fauteuil roulant pendant un orage parce que vous ne vouliez pas qu'il soit mouillé? Oui, monsieur. Il n'aimait pas être mouillé. Ça le mettait mal à l'aise. Le juge Harrison se pencha en arrière dans sa chaise, regarda mes parents, regarda leur avocat, me regarda. Je dois me récuser de cette affaire. Faux. La salle d'audience a éclaté. Whitmore s'est levé d'un bond. Votre honneur. Pour quel motif? Au motif que j'ai une connaissance personnelle des faits pertinents. Pendant 3 ans, de 2021 à 2024, j'ai joué aux échecs aux tables près de l'étang aux canards au parc Lakeside. Tous les dimanches après-midi, si le temps le permettait, et pendant 3 ans, j'ai regardé un jeune homme amener un vieil homme en fauteuil roulant pour nourrir les canards. Il m'a regardé. Je vous ai regardé lui lire le journal, généralement, parfois des livres. Je vous ai regardé lui apporter des déjeuners de chez Salle, si je ne me trompe pas. De la dinde sur du seigle pour lui, du pastrami pour vous. Je vous ai regardé essuyer son visage quand il en renversait, ajuster sa couverture quand il avait froid, tenir un parapluie au-dessus de lui quand il pleuvait. Je vous ai regardé lui parler comme s'il comptait, comme si ses histoires comptaient, comme si sa présence comptait. La salle d'audience était figée. En 3 ans, continua le juge Harrison, sa voix froide comme l'hiver, je ne vous ai jamais vu, il a pointé ma mère du doigt. Je n'ai jamais vu la fille aimante qui pleure la perte de son père. Je ne l'ai jamais vu lui rendre visite. Je ne l'ai jamais vu apporter le déjeuner. Je ne l'ai jamais vu lire le journal ou ajuster sa couverture ou se soucier de savoir s'il était mouillé. La bouche de maman s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Je ne vous ai jamais vu, il a pointé mon père du doigt. Je n'ai jamais vu le gendre en deuil qui prétendait être trop occupé par sa carrière et ses obligations familiales.
Le parc est à 4 pâtés de maison de votre bureau, monsieur Miller. 4 pâtés de maison. Vous ne pouviez pas consacrer un seul dimanche en 3 ans. Le visage de papa était écarlate. Et je ne vous ai certainement jamais vu. Le juge Harrison a regardé Dylan, le petit-fils biologique qui est censé porter l'ADN de William Miller et qui mérite donc son argent, le petit-fils qui n'est jamais venu, n'a jamais appelé, n'a jamais nourri les canards, n'a jamais existé dans la vie de ce vieil homme, sauf comme excuse pour que ses parents abandonnent un autre enfant. Dylan s'est ratatiné sur son siège. Le juge Harrison s'est levé. Normalement, lorsqu'un juge doit se récuser, un autre juge est désigné et l'affaire est reportée. Cependant, étant donné que j'ai une connaissance personnelle pertinente, je vais faire quelque chose d'inhabituel. Je vais rendre une décision à partir du banc en me basant sur ce que je sais être vrai, puis offrir au demandeur la possibilité de faire appel devant un autre tribunal. Whitmore était déjà en train de s'opposer. Votre honneur, c'est très irrégulier. Il en va de même pour poursuivre la personne qui aimait votre père parce que vous voulez l'argent qu'il a laissé à quelqu'un d'autre. Asseyez-vous, monsieur Whitmore, il s'est assis. Le juge Harrison a sorti des documents. J'ai devant moi le formulaire de transfert de garde datant d'il y a 16 ans. Nous ne souhaitons plus soutenir cet enfant dans notre foyer. Ce n'est pas un placement temporaire. C'est un abandon. Un abandon légal avec des documents. Il a lu plus loin. J'ai des dossiers médicaux montrant qu'Ethan a assisté à 847 rendez-vous chez le médecin avec William Miller sur 16 ans. Margaret en a assisté à 2, Philippe en a assisté à 2, Dylan n'en a assisté à aucun. Plus de papier. J'ai des registres de visiteurs du Riverside Care Center montrant qu'Ethan a rendu visite à son grand-père 173 jours sur les 181 jours où William Miller était là. Margaret a rendu visite 3 fois. Philippe a rendu visite 2 fois. Dylan n'a jamais rendu visite. Il a regardé le rapport du docteur Winter sur la capacité diminuée. J'ai un psychologue judiciaire qui a rencontré William Miller une fois, 2 ans après sa mort, et qui porte des jugements basés sur des dossiers médicaux et des témoignages familiaux. J'ai aussi l'évaluation du docteur Patricia Rodriguez montrant que M. Miller était légalement compétent lorsqu'il a révisé son testament. Le docteur Rodriguez le connaissait depuis 23 ans. Je suis enclin à faire confiance à son évaluation. Il a posé les documents, a croisé les mains. Voici ce que je sais. William Miller a été aimé par une seule personne dans ces dernières années. Une seule personne s'est présentée. Une seule personne l'a nourri. Une seule personne l'a porté pendant les orages. Une seule personne a mérité cet héritage grâce à 16 ans de présence, de soins et d'amour. Il a regardé mes parents. Vous avez jeté un enfant parce qu'il était encombrant. Vous l'avez légalement abandonné. Vous l'avez documenté. Et maintenant, vous voulez la récompense qui aurait dû être la vôtre si vous aviez été présent. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Crac. Son maillet a frappé le banc. La motion de redistribution de l'héritage est rejetée. Le testament de William Miller est valide et restera tel qu'il est écrit. L'affaire est classée. Les demandeurs paieront tous les frais de justice et les honoraires d'avocat du défendeur, il m'a regardé, que je fixe à 50 000 $ en compensation pour avoir forcé M. Miller à se défendre contre cette allégation sans fondement. Maman a bondi de son siège. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est un conflit d'intérêts. Vous êtes partial. Il n'est pas une vraie famille. Il n'est qu'un remplaçant. J'ai dit doucement. Elle s'est figée. Tout le monde dans la salle d'audience s'est tourné pour me regarder. Je me suis dirigé vers la barre qui séparait la galerie du parquet, je me suis arrêté à 1 mètre de ma mère. C'est ce que vous m'avez appelé quand vous vous disputiez avec grand-père au téléphone. J'avais 13 ans. Je vous ai entendu depuis ma chambre. Il n'est qu'un remplaçant jusqu'à ce que nous ayons notre vrai enfant, vous vous souvenez? Son visage est devenu blanc. J'ai passé 16 ans à penser que je valais moins parce que je n'étais pas né de vous. 16 ans à penser que je devais mériter le droit d'exister. 16 ans reconnaissant que grand-père me considérait comme réel. J'ai regardé Dylan. Tu as 16 ans maintenant, le même âge que j'avais quand j'ai commencé à faire toute la lessive de grand-père parce que son arthrite rendait ça trop douloureux. Tu étais dans une école privée à jouer à la crosse en te plaignant que ton iPhone 14 n'était pas le modèle le plus récent. J'apprenais comment aider un vieil homme à se doucher sans qu'il ne tombe. Dylan a regardé son téléphone. Tu veux son argent? Tu veux l'héritage que tu penses mériter à cause de l'ADN?
J'ai sorti la lettre de grand-père à nouveau. Il a écrit autre chose. Tu veux l'entendre? Ethan, ne fais pas ça, a commencé papa. Je l'ai lu quand même. Margaret a jeté le garçon que j'ai fini par aimer plus que mon propre sang, alors je jette la fille qui n'aimait que mon argent. Ethan a mérité sa place dans ma vie. Elle a perdu la sienne le jour où elle a signé ses papiers de garde et n'a jamais regardé en arrière. J'ai plié la lettre avec soin, l'ai remise dans ma poche, j'ai regardé les personnes qui m'avaient appelé, cas de charité, pendant 16 ans, les personnes qui m'avaient fait croire que j'étais temporaire, jetable, moins que rien. Grand-père m'a appris quelque chose. Il a dit, la famille, ce n'est pas qui partage ton sang, c'est qui se présente. Qui reste? Qui te porte à travers les orages parce qu'ils ne veulent pas que tu sois mouillé? Ma voix s'est brisée, mais j'ai continué. Vous ne vous êtes jamais présenté, pas une seule fois, alors j'ai arrêté d'attendre, et lui aussi. Le juge Harrison s'est éclairci la gorge. Monsieur Miller, Ethan, avez-vous quelque chose que vous aimeriez dire à la cour? Je me suis tourné pour lui faire face, cet homme qui avait été un témoin silencieux de mes dimanches, qui m'avait regardé prendre soin de grand-père depuis sa table d'échecs, qui avait vu la vérité. Merci, votre honneur, d'avoir regardé. Grand-père disait toujours que quelqu'un faisait attention, que quelqu'un nous voyait. Je ne savais juste pas que c'était vous. Le juge Harrison a dit, sa voix plus douce maintenant, je suis juge depuis 37 ans. J'ai vu des milliers d'affaires. La plupart d'entre elles impliquent des personnes qui se battent pour de l'argent qu'elles n'ont pas gagné à des personnes qu'elles n'ont pas aimées pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la justice. C'est l'une des rares affaires où je peux dire avec une certitude absolue que la bonne personne a reçu l'héritage. William Miller savait exactement ce qu'il faisait. Il a laissé son argent à la personne qu'il aimait. C'est vous. Il a regardé mes parents. Vous voulez faire appel? Allez-y, portez ça devant un autre juge. Racontez-leur votre histoire. Montrez-leur les papiers de transfert de garde où vous avez légalement abandonné un enfant de 12 ans. Montrez-leur les registres de visiteurs. Montrez-leur les dossiers médicaux. Montrez-leur comment vous n'avez jamais rendu visite mais que vous voulez l'argent quand même. Je soupçonne que vous obtiendrez le même résultat, mais c'est votre choix. Whitmore s'est levé. Votre honneur, nous allons déposer un appel immédiat. Déposez ce que vous voulez. Cette décision reste en vigueur en attendant l'appel. L'audience est levée. Crac. Le maillet est tombé. Mes parents sont restés figés. Leur avocat était déjà sur son téléphone, probablement en train d'appeler quelqu'un pour élaborer une stratégie pour l'appel. Dylan s'est dirigé vers la porte en catimini, ne regardant personne. J'ai rassemblé mon bloc-notes juridique et mes crayons. Mes mains tremblaient. Je me sentais étourdi. 16 ans à attendre qu'il me voie. 16 ans à essayer de valoir quelque chose. Et à la fin, un étranger qui jouait aux échecs dans un parc avait été celui qui avait vu. Monsieur Miller, je me suis retourné. Le juge Harrison se tenait au banc, me regardant par-dessus ses lunettes. Oui, monsieur. Cet orage où vous avez porté votre grand-père, vous avez laissé tomber votre téléphone dans la boue. Je vous ai vu revenir le chercher plus tard. Il fonctionnait encore? Un rire s'est échappé avant que je ne puisse l'arrêter. Non, monsieur, complètement mort. J'ai utilisé un téléphone à clapper pendant 3 mois après ça jusqu'à ce que je puisse m'en offrir un nouveau. Votre grand-père est resté au sec. C'est tout ce qui comptait. Le juge Harrison a hoché la tête, a rassemblé ses dossiers, a commencé à marcher vers son bureau. Puis il s'est arrêté. Pour ce que ça vaut, votre grand-père se vantait de vous tous les dimanches à tous ceux qui voulaient l'écouter. Les joueurs d'échecs, les nourrisseurs de canards, les joggeurs. Il disait à tous ceux qui passaient, c'est mon petit-fils, Ethan. Il prend soin de moi. C'est un bon garçon. Le meilleur petit-fils du monde. Ma vision s'est brouillée. Il a dit ça tous les dimanches pendant 3 ans, n'a jamais manqué. Et il avait raison. Le juge Harrison est entré dans son bureau. La porte s'est refermée derrière lui. Je me suis retrouvé seul dans la salle d'audience. Derrière moi, j'ai entendu la voix de ma mère, stridente et désespérée. Ce n'est pas fini. Nous allons faire appel. Nous allons nous battre. Tu ne mérites pas, je ne me suis pas retourné, je n'ai pas répondu, j'ai juste marché vers la sortie. L'huissière, la femme aux yeux doux qui m'avait fait un signe de tête plus tôt,
a touché mon bras en passant. Votre grand-père serait fier. Merci. Dehors, devant le palais de justice, c'était un bel après-midi de mars. Ciel bleu. Température dans les 18 degrés Celsius. Temps idéal pour le parc. Mon téléphone a vibré. Texto de Tasha, je regarde le flux du tribunal. Tu as gagné. Saint-Ethan, tu as gagné. Autre texto de Marcus Chen, le juge Harrison est une légende. C'était la chose la plus belle que j'ai jamais vue dans une salle d'audience. Je me suis dirigé vers ma voiture, une Honda Civic 2008 avec 300 000 km, achetée d'occasion avec l'argent que j'avais économisé grâce à mon emploi au magasin de quincaillerie. Je me suis assis sur le siège du conducteur, j'ai regardé le palais de justice. 5 millions de dollars. C'est pour ça qu'il se battait, ce qu'il pensait que j'avais manipulé d'un vieil homme malade, mais l'argent n'avait jamais compté, pas vraiment. Ce qui comptait, c'était que pendant 16 ans j'avais eu une famille, une vraie famille, une personne qui me voyait, qui me voulait, qui me choisissait chaque jour. Et à la fin, un juge qui jouait aux échecs dans un parc l'avait vu aussi. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mes photos, j'ai trouvé celle que je regardais tous les soirs avant de me coucher, grand-père William allaitant au canard, 93 ans, enveloppé dans une couverture, souriant au canard. Je l'avais prise 2 mois avant sa mort. C'était une bonne journée. Il s'était souvenu de mon nom, s'était souvenu des canards, s'était souvenu que nous y allions tous les dimanches. Quelqu'un regardait. Grand-père, ai-je dit à la photo, vous aviez raison. Quelqu'un nous a vus. J'ai conduit jusqu'au parc Lakeside, je me suis garé à la même place où je m'étais garé tous les dimanches pendant 3 ans, j'ai marché jusqu'à l'étang au canard. Les tables d'échecs étaient occupées. 4 vieux messieurs jouaient. J'en ai reconnu 2. Ils avaient été là ces dimanches-là. Ils ont levé les yeux quand je me suis approché. L'un d'eux a hoché la tête. « Vous êtes le petit-fils » a-t-il dit. Le garçon de William. « Oui, monsieur. On a entendu parler de l'affaire judiciaire. Le juge Harrison nous a dit hier qu'il pourrait devoir témoigner. Heureux que ça ait fonctionné. Moi aussi. Votre grand-père parlait de vous tout le temps. Tous les dimanches, il disait que vous étiez la meilleure chose qui lui soit arrivée. Les larmes sont venues avant que je ne puisse les arrêter, je suis resté là près de l'étang au canard à pleurer devant des étrangers pendant que les canards caquetaient et que les enfants jouaient et que la vie continuait autour de moi. Il a été la meilleure chose qui me soit arrivée aussi, ai-je finalement réussi à dire. Le vieil homme s'est levé, s'est approché, a posé une main sur mon épaule. La famille, ce n'est pas le sang, mon garçon. C'est qui se présente. Votre grand-père le savait. Le juge Harrison le sait, et maintenant toute une salle d'audience le sait aussi. Je suis resté au parc pendant 2 heures, je me suis assis aux tables d'échecs, j'ai regardé les canards, je me suis souvenu de tous les dimanches, de tous les sandwichs de chez Sal, de tous les articles de journaux que j'avais lus à voix haute, de toutes les histoires que grand-père avait racontées sur sa vie. Mon téléphone a vibré à nouveau. Autre texto d'un numéro bloqué, tu penses avoir gagné? Nous faisons appel. Tu vas tout perdre. Je l'ai supprimé. Il pouvait faire appel. Il pouvait se battre. Il pouvait embaucher des avocats plus chers et faire traîner ça pendant des années, mais ils avaient déjà perdu. Ils avaient perdu il y a 16 ans quand ils ont signé ces papiers de garde. Ils avaient perdu tous les dimanches où ils ne s'étaient pas présentés. Ils avaient perdu tous les anniversaires, tous les Noëls, tous les moments où ils avaient choisi la commodité plutôt que la présence. J'avais gagné au moment où grand-père William avait décidé que je valais la peine d'être gardé, au moment où il m'avait choisi, au moment où un juge dans une salle d'audience avait dit ce que j'avais passé 16 ans à essayer de croire, que j'étais réel, que j'étais une famille, que je valais quelque chose. 6 mois plus tard, la cour d'appel a confirmé la décision du juge Harrison. Les avocats de mes parents ont tout essayé, ont invoqué la partialité, ont exigé un nouveau procès, ont fait valoir que le transfert de garde ne constituait pas un abandon. La cour d'appel n'était pas d'accord. Un parent qui transfère légalement la garde d'un enfant, fournit un soutien minimal pendant 16 ans, établit un contact minimal et ne cherche à rétablir une relation qu'après qu'un héritage important devienne disponible, a renoncé à sa prétention à cet héritage en raison de l'absence de relation familiale significative. La décision du tribunal de première instance est confirmée. Les 50 000 $ d'honoraires d'avocat ont été payés. Mes parents ont essayé de les négocier à la baisse. Le tribunal a refusé.
J'ai utilisé une partie de l'héritage pour terminer mes études universitaires. J'avais suivi des cours du soir au collège communautaire tout en travaillant à temps plein, je me suis inscrit à l'université d'État, j'ai obtenu un diplôme en travail social, spécialisé dans le soutien à l'accueil familial et à l'adoption. J'ai acheté une maison, rien d'extravagant, 3 chambres à Riverside, à 4 pâtés de maison de l'endroit où grand-père avait vécu, près du parc. Et tous les dimanches, si le temps le permet, je vais au parc Lakeside. Je nourris les canards avec du maïs concassé du magasin d'alimentation de la rue Main. Je m'assois aux tables d'échecs et je joue avec ceux qui se présentent. Parfois, le juge Harrison est là. Il est à la retraite maintenant. Nous ne parlons pas de l'affaire. Nous jouons juste aux échecs et nourrissons les canards et regardons le monde passer. Dimanche dernier, une jeune femme s'est approchée, peut-être 25 ans. Elle avait un petit garçon avec elle, peut-être 6 ans. Il nourrissait les canards. « Êtes-vous Ethan Miller ?» a-t-elle demandé. « Oui. J'ai lu au sujet de votre affaire, au sujet de votre grand-père. Je suis dans une situation similaire avec mes parents adoptifs. Ils ne sont pas géniaux. Ils veulent que je leur cède l'argent de ma bourse pour aider ma sœur cadette. C'est leur fille biologique. Je ne sais pas quoi faire. » J'ai regardé le petit garçon. Il regardait les canards avec de grands yeux. « Est-ce votre fils ? » ? « Oui, Michael. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de comprendre ça. Je veux qu'il ait une vie meilleure que la mienne. Pourquoi est votre bourse ? École d'infirmière. Frais de scolarité complets. J'ai travaillé comme une folle pendant 4 ans pour l'obtenir, mais mes parents disent que je leur dois, qu'ils m'ont élevé, que je devrais aider ma famille. J'ai pensé aux papiers de garde signés quand j'avais 12 ans, aux personnes qui utilisent le mot famille comme une arme, à se montrer par rapport à se faire valoir. La famille, c'est qui se présente, ai-je dit. Qui s'est présenté pour Michael ? Moi, juste moi. Alors vous savez déjà quoi faire. Terminez l'école d'infirmière. Bâtissez une vie. Présentez-vous pour votre fils comme quelqu'un aurait dû se présenter pour vous. Elle a regardé Michael, puis de nouveau moi. Ils seront tellement en colère. Laissez-les. Vous ne pouvez pas contrôler leurs réactions. Vous pouvez seulement contrôler si vous les laissez vous empêcher de bâtir la vie que vous méritez. Elle a hoché la tête lentement. Merci. Ils sont partis. Je les ai regardés s'éloigner, cette jeune mère et son fils, et j'ai pensé à grand-père William, à comment une personne qui se présente peut tout changer, à comment la famille, ce n'est pas qui partage votre sang, c'est qui vous porte à travers les tempêtes parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez mouillés. Les canards ont caqueté. Les joueurs d'échecs se sont disputés sur un coup. Le soleil brillait sur l'eau. Et quelque part je savais que grand-père regardait, se vantant encore de son petit-fils, disant encore que j'étais un bon garçon, ayant encore raison. Parce que je m'étais présenté tous les dimanches, et à la fin, c'est ce qui comptait, plus que l'ADN, plus que l'argent, plus que quoi que ce soit d'autre au monde. Je m'étais présenté et quelqu'un avait regardé.